Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif sur LCI, l'émission qui vous parle de projets à impact. On est ravis d'accueillir ce week-end Guillaume Gibaud. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup à vous d'être là sur LCI. Vous êtes le président fondateur du slip français. Vous êtes une figure du Made in France. On vous connaît bien. On clôt ce week-end la semaine de l'industrie. Pour vous, ce n'a pas été une semaine comme une autre, puisque vous avez lancé dans votre usine d'Aubervilliers la production de t-shirts. Vous l'avez d'ailleurs baptisé, ce t-shirt Fierté, un t-shirt 100% français que vous vendrez à bas coût, 7,90 €. Guillaume Gibaud, c'est une démarche qui est destinée à concurrencer les Asiatiques ? Ouais, c'est vraiment l'idée de mettre sur le marché un produit de qualité à prix compétitif pour les entreprises. Vraiment, on vise ce fameux t-shirt publicitaire, ce t-shirt d'image qu'on connaît tous, les événements sportifs, Paris 2024, la Coupe du Monde de rugby, les événements d'entreprise, les événements d'associations. On connaît tous ce t-shirt publicitaire un peu de mauvaise qualité qui souvent vient de l'autre bout du monde. Nous, on se dit c'est un marché qui est important et les entreprises, les associations, les collectivités, elles ont quand même une responsabilité quand elles offrent ou qu'elles donnent ou qu'elles achètent ces produits pour leurs collaborateurs ou pour les membres d'une association. On se dit un peu d'où il vient, quoi. Qu'est-ce qui porte comme valeur ce t-shirt? Et donc, c'est tout l'idée de l'appeler fierté. Ouais. Le fier t-shirt, c'est quelque chose qu'on porte avec fierté. Et donc, on le fabrique en France, c'est de l'emploi, c'est moins de CO2. On va en reparler, mais c'est vraiment un produit qui a du sens. Voilà, donc ce qui n'est pas destiné au grand public, mais en quelque sorte, vous faites appel au bon sens des patrons, des entreprises, des institutions, des associations. Exactement. On fait appel au bon sens du citoyen dans les achats de leur slip, en se disant il faut acheter le slip français parce que pour les mêmes raisons. On a créé une marque qui est connue aujourd'hui de 2/3 des Français en 15 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients qui achètent un slip chez nous, c'est à la fois pour l'engagement, mais c'est aussi parce qu'ils aiment la marque. Oui. Aujourd'hui, on pense qu'on va moins avoir de chances de vendre un t-shirt, le slip français, parce que c'est pas la même marque, pas le même produit. Par contre, effectivement, ce marché de l'événement et du vêtement d'image, il est colossal. Toutes nos entreprises, toutes nos usines en France, elles ont ce sujet d'équiper leurs collaborateurs. Les usines Renault, comment sont équipés les collaborateurs, d'où viennent les produits qu'ils portent. On pense que c'est un vrai sujet de fond et de responsabilité pour les entreprises. Et puis surtout, acheter le t-shirt Fierté, c'est opter pour un moindre impact carbone avec un éco-score qui est largement en dessous de celui qui est fabriqué au Bangladesh. On parle ici de plein de choses. On parle ici de transport, d'économie d'eau, on parle de qualité, évidemment. On parle aussi d'impact social avec une main-d'œuvre qui est correctement rémunérée. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Exactement, c'est le bon sens d'un produit. Si on parle de l'éco-score, notre t-shirt, il va être autour de 460 points d'éco-score, là où l'équivalent au Bangladesh est plus de 750. Donc c'est vraiment très important. C'est le mix décarboné de la France qui fait qu'on va générer beaucoup moins de CO2. Ça crée de l'emploi local. C'est un produit qui est garanti 2 ans. Donc ça aussi, c'est vraiment fort comme... voilà. Donc ça veut dire garanti 2 ans, il y a un trou. Exactement, on le répare. Et vraiment ça, on le fait à l'usine. On répare déjà des produits. Le produit, il est tricoté, teint et confectionné en France. Donc la matière, elle est tricotée en France. Notre partenaire Malter ou AET, qui sont des gens qui travaillent aussi localement. Donc voilà, c'est un t-shirt qui est de 150 grammes. Donc ça va pas forcément parler aux téléspectateurs, mais c'est une vraie matière de qualité. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, vous êtes une entreprise, vous allez commander des t-shirts pour un événement. Je crois que c'est le bon sens que d'acheter un produit de qualité qui va durer dans le temps. Et en plus, avec un prix à 7,90 €, qui est franchement un prix qui défonce. Voilà, c'est vraiment le but de la manœuvre. Et qui pourra faire bouger les lignes, en tout cas dans certaines entreprises. Juste pour les téléspectateurs, donner quelques chiffres, Guillaume Gibaud. En 30 ans, l'emploi dans l'industrie textile est passé de 600 000 à 100 000. Donc c'est quand même vraiment énorme. Et puis, autre chiffre, sur 3,3 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché en France, il n'y en a que 3% qui sont effectivement fabriqués dans le pays. Donc, ce sont vraiment des chiffres qui donnent à réfléchir. Malgré tout, impossible d'être aussi peu cher que cette ultra fast fashion qui agit comme un rouleau compresseur. C'est pourquoi vous voulez faire du volume. Vous voulez arriver à 50 000 pièces par jour en 2028 et peut-être encore diminuer les prix ? Oui, en fait, vous l'avez dit, quand on regarde les chiffres, c'est assez catastrophique. Quand même, on a perdu 85-90% des emplois textiles il y a 30 ans. En fait, on est parti fabriquer de plus en plus loin pour de moins en moins cher
le consommateur s'en rendait pas forcément compte, les entreprises devaient trouver des moyens d'être profitables. Et c'était infiniment plus simple de partir fabriquer plus loin plutôt que de faire la démarche qu'on fait aujourd'hui, qui est d'acheter des machines automates. C'est compliqué, il faut choisir les bonnes machines, il faut faire l'investissement, le financer. Aujourd'hui, nous, dans notre usine Bonne Nouvelle, on a créé 47 emplois, on a investi presque 400 000 € en machines. On a 7 machines automates qui, par exemple, sur le t-shirt, vont permettre de faire les ourlets des manches et du bas du t-shirt automatiquement. Donc, on va gagner plusieurs minutes sur chaque opération. Et à la fin, c'est moins de temps humain, c'est plus de volume, c'est plus d'emplois. Et notre pari, c'est de se dire, si on a des gros volumes industriels, on va aller beaucoup plus vite en fabrication, on va massifier les achats de matière, on va faire tourner à plein ces automates et à la fin, on va être capable de fabriquer un produit avec un prix industriel de revient beaucoup plus faible. Et donc, aller chercher du volume. Et plus on aura de volume, plus on pourra relancer la machine, sans mauvais jeu de mots, et aller chercher un prix de plus en plus compétitif. Donc c'est vrai que face à la déferlante de produits de mauvaise qualité qui viennent de l'autre bout du monde, pour nous, la seule solution, c'est de se dire comment on part du prix que les gens sont prêts à payer et comment on construit le produit industriel à partir de là. En fait, jusqu'ici, le Made in France, souvent, c'était on fabrique en France, voyons comment on peut faire et à la fin, ça sortira le prix que ça sort et puis on va dire que c'est plus cher parce que c'est Made in France. Aujourd'hui, en 2025, ça marche plus. On peut plus vendre un sous-vêtement 40 €. On peut, je crois, pas vendre un t-shirt 60, 70 €, 80 €. C'est pas impossible, certaines marques y arrivent, mais c'est pas un produit pour tous les Français. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable en France de fabriquer nos produits du quotidien. C'est vrai dans le textile, ça peut être vrai pour d'autres industries. Moi, j'aime bien l'exemple de Bioseptile, les brosses à dents. Ils ont fait la même démarche que nous. Ils avaient des brosses à dents à 8 €. Ils se sont dit, en fait, en supermarché, une brosse à dents pour les Français, ça doit valoir 1 €. Comment est-ce qu'on construit les machines pour faire ça ? Ils ont réussi à vendre une ligne de brosse à dents à 99 centimes. Donc, je pense que c'est possible. C'est juste que, malheureusement, jusque-là, c'était beaucoup plus facile. Les clients étaient finalement moins préoccupés par ces sujets d'impact environnemental, de relocalisation. Et c'était plus facile d'aller fabriquer ailleurs sur les outils des autres. Donc, aujourd'hui, je crois que finalement, quand on voit des Shein, des BHV et tout ça, ça nous met un peu face à nos responsabilités de se dire, OK, quel modèle veut-on construire d'industrie et de société ? Et nous, on fait le choix de fabriquer localement. Alors, se diversifier, c'est aussi assurer votre pérennité. Ça reste très dur, malgré tout, de fabriquer en France. Et pourtant, donc, vous y connaissez un rayon depuis 14 ans. Quel bilan tirez-vous de votre virage qui a été opéré il y a quelques mois, quand vous avez décidé de casser les prix, de les couper en deux pour vos slips ? Vous êtes passé de 40 à 25 €, vous avez fermé des boutiques et vous avez misé là aussi sur le volume. Quel bilan aujourd'hui ? Un bilan très positif, mais quand j'ai dit ça passe ou ça casse il y a 18 mois, c'était vraiment sincère, il fallait que ça marche. C'est quand même pas courant de dire on va diviser les prix par deux et puis on va réussir à vendre 2-3 fois plus. Aujourd'hui, le bilan, il est heureusement qu'on a pris cette décision courageuse. On a retrouvé 10% de croissance en 2024, 10% de croissance en 2025. Sur l'année 2025, on va faire un peu plus de 21 millions € de chiffre d'affaires. On va sortir, j'espère, 2 millions € d'EBITDA, de rentabilité. Donc l'entreprise, aujourd'hui, a retrouvé une pérennité économique dans un environnement qui reste complexe. Donc on fait attention, on reste une petite entreprise, mais on a retourné l'entreprise par des décisions courageuses. On a fermé 17 boutiques, on a divisé les effectifs, on est passé de 110 à 38 au siège. On a déménagé de bureau, on a réduit tous les coûts, on a divisé le prix par deux, on a trouvé la solution à l'usine. Enfin, franchement, on a bossé comme des dingues. Donc le travail paye et c'est super. Et surtout, le fil rouge dans tout ça, c'est la confiance des clients. On a aujourd'hui 800 000 clients, on a beaucoup de récurrence dans les achats et je crois le plus important, et moi c'est ce qui me fait plaisir aujourd'hui, je vois les retours des clients 18 mois après la transformation. Au début, quand on a baissé le prix par deux, les gens se sont dit ils vont rogner sur la qualité, c'est plus le même produit. 18 mois plus tard, les gens nous disent la qualité elle n'a pas bougé. La raison c'est que quand on vient à l'usine, on automatise les étapes. Donc en fait, on a même presque sécurisé la qualité sur des étapes importantes. Donc voilà, je crois que c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est que le slip c'est un symbole, c'est un produit du quotidien, mais voilà, si les Français le matin ils en fait leur slip français, ils se disent qu'ils sont fiers d'eux et qu'ils peuvent faire de grandes choses, je réussis ma mission. Alors, en tout cas, vous avez fait partie des marques qui ont tout de suite quitté le BHV à l'arrivée de Shein, qui va complètement évidemment à l'encontre de votre philosophie, mais vous dites cependant, Shein, c'est pas le problème. Oui. Alors le problème c'est quoi ? C'est les consommateurs qui ont toujours pas intégré le message, le message d'acheter du français, ou en tout cas de faire attention, de lire les étiquettes. C'est l'État. Il y a toujours pas de loi contre l'ultra fast fashion malgré le fait qu'elle ait été votée. Alors qui sont les responsables ? Les responsables, c'est un peu chacun de nous. Je pense que et c'est d'ailleurs sur le t-shirt Fierté. Nous on l'a appelé Fierté et dans la presse il a souvent été appelé le t-shirt anti-Shein. Oui. Alors c'est sûr que je pense que ça fait plus cliquer et plus interagir de l'appeler le t-shirt en Shein. Je pense que quand je dis Shein n'est pas le sujet, c'est
pour moi, notre mission, c'est de raconter une autre histoire. L'histoire des entreprises qui se battent, l'histoire de la fierté du travail bien fait. Moi, quand je vais dans les usines, bien sûr, c'est pas un monde tout rose, mais je vois un vrai attachement à l'outil de production. C'est des entreprises qui sont enracinées localement. Dans les usines, c'est des histoires aussi souvent familiales. Le beau-frère, la belle-sœur, les cousins qui bossent dans la même boîte. C'est une vraie fierté de travailler pour une entreprise. On peut parler de Duralex, on en reparlera. Les salariés de Duralex, mais quelle fierté de bosser dans cette boîte. C'est pas toujours facile. Il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord. Évidemment, c'est des métiers difficiles, mais il y a une vraie fierté. Et aujourd'hui, quand je dis Chine, c'est pas le problème, c'est que le buzz médiatique que fait ce sujet du BHV et de Chine, pour moi, est démesuré. Si on remet les choses dans l'ordre, l'histoire du BHV, c'est la SGM qui ne paye pas les entreprises qui ont des références dans ces rayons. Oui. Donc ça, c'est le vrai sujet. C'est pour ça que vous êtes parti. C'est d'abord et avant tout pour ça qu'on part. Et je crois que la plupart des entreprises sont parties. Chine, on est d'accord ou pas d'accord. C'est un débat de référencement. Avant tout, on veut des partenaires de qualité, de confiance. La SGM ne paye, en tout cas dans notre cas, a des impayés très importants à notre égard. Donc, on a décidé de partir. Mais aujourd'hui, quand je dis Chine, c'est pas le sujet. C'est que je crois qu'on a des belles histoires à raconter, mais malheureusement, c'est aujourd'hui les nouvelles un peu plus clivantes tournent plus vite. Donc moi, mon rôle, et c'est ce que j'ai envie de défendre, c'est des beaux projets à l'approche des fêtes de fin d'année. Voilà, nos achats sont nos emplois. Ce fameux slogan qui a été inventé il y a 30 ans. Qui date, effectivement. Hein, c'est pas du tout vous qui l'avez inventé. Vous l'avez un peu transformé, parce que c'était nos emplettes font nos emplois. C'est devenu nos achats font nos emplois. Vous n'êtes pas un peu découragé quand même, que ça fait 14 ans que vous êtes dans ce secteur et que voilà, vous communiquez beaucoup, vous êtes vraiment très combatif. Aujourd'hui, vous êtes quoi? Vous êtes un peu déçu quand même? Aujourd'hui, je suis lucide. Je suis lucide, enthousiaste, comme toujours, parce que je crois que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est voir les choses, le verre à moitié plein pour nos amis de Duralex. Et finalement, ça me semble être le sens de l'histoire, parce qu'effectivement, quand on regarde il y a 30 ans, une campagne qui dit nos emplettes sont nos emplois, financée par les chambres de commerce, toute une ligne qui se dit on va financer ça, qu'est-ce qu'on a fait en 30 ans? On a perdu du temps. Mais aujourd'hui, je crois que finalement, quand on arrive à l'extrême de Chine et de voir toutes les dérives qu'il peut y avoir, je pense que ça met chacun face à ses responsabilités. Et notre message, c'est de mettre face à ses responsabilités, mais de façon positive. À la fin, faites des beaux paquets pour Noël, que ce soit des slips ou des entreprises engagées. On les connaît tous, en fait. Et même le Black Friday va arriver. Ouais. Je crois que le Black Friday, c'est ce qu'on en fait. Soit on surconsomme et on achète des trucs dont on n'a pas besoin dans des boîtes qui fabriquent, on le sait tous, dans des mauvaises conditions au bout du monde. Soit on soutient des entreprises françaises qui vous proposent une promotion pour la fin d'année et allons-y. Ouais. En plus de ça, on le sait qu'un emploi dans l'industrie, il y a un effet d'entraînement. Ça va créer 2 emplois au global. Donc je crois qu'il faut remettre la machine confiance et consommation dans nos entreprises françaises en route et on a tout ce qu'il faut pour le faire. Alors il y a aussi notre réseau de ne pas désespérer, c'est Chine qui est attaqué en justice par 12 fédérations professionnelles, une centaine d'enseignes pour concurrence déloyale contre la plateforme chinoise. L'objectif, obtenir des dommages et intérêts à cause du non-respect de certaines règles et de certaines normes. Ça aussi, effectivement, c'est plutôt nouveau. C'est un front commun. C'est nouveau je suis au courant de cette action. Dans l'idée, je soutiens. Nous, on met vraiment, encore une fois, notre énergie plutôt sur raconter autre chose. Après, ce qui est certain, c'est dans le cas de Chine, c'est insupportable que des règles européennes ne soient pas respectées. Ils sont très forts commercialement, leur stratégie sur TikTok est juste complètement dingue, ils sont très forts dans l'offre produit, ils sont forts, c'est pour ça qu'il y a un tel succès commercial. Maintenant, mettre sur le marché des produits qui ne respectent pas les normes et qui sont dangereux pour la santé, je crois que là, le gouvernement doit vraiment faire son boulot à cet endroit-là. Ouais. En fait, on doit être, nous, citoyens européens, protégés de ces produits qui ne respectent pas les normes. Alors, je le disais tout à l'heure, toujours pas de loi sur l'ultra fast fashion. Elle a été votée au Sénat, elle doit passer en commission mixte paritaire, mais on attend toujours. Et pourtant, si ça passe, la France, elle sera le pays pionnier en la matière. Ouais, en attendant, il faut continuer à faire le boulot parce que si ça passe, quand ça passe, je crois qu'aujourd'hui, nous, le temps politique est trop long par rapport au temps de l'entreprise et même au temps de nos clients. Je pense qu'on doit avoir des solutions pragmatiques, concrètes tout de suite. Et pour moi, le juge de paix de tout ça, c'est le bon produit au bon prix. Et au bout de 15 ans, moi, la certitude que j'ai, c'est celle-là. C'est les Français, ils sont prêts à soutenir le Made in France. Ils ont compris que c'était plus d'emplois. Ils ont compris l'enjeu environnemental. Ils ont vraiment compris. Mais si c'est trop cher, ils ne sont pas capables de suivre, et ça, on le comprend. Donc à nous, industriels, d'inventer, et je crois que la France a toujours su inventer des choses incroyables, Citroën, la TECOR, Air France, Airbus, qui on veut, donc à nous d'inventer
des choses qui sortent du commun, qui sont audacieuses, courageuses pour qu'on arrive à sortir des prix. Autre raison de ne pas désespérer, Guillaume Gibault, c'est l'épisode Duralex, auquel vous avez d'ailleurs participé avec le slip français. Là aussi, incroyable histoire, 20 millions d'euros d'intention d'investissement en 48 heures, 22 000 personnes qui ont mis la main à la poche. Alors que Duralex en demandait 5. Ouais. Certaines personnes n'ont même pas eu le temps de se brancher et de participer effectivement à tout ça, parce que ça devait quand même durer un certain temps, pas 24 heures, pas 48 heures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne veut pas voir partir certaines marques tout de même, qu'il y a un attachement des Français je crois à que les certaines Français marques. sont profondément attachés à leurs entreprises emblématiques, à leurs usines, à leur industrie. L'autre version de dire ça, c'est au Salon du Made in France, à peu près les mêmes jours que l'ouverture du BHV, il y a 100 000 visiteurs. Et moi, je suis allé à l'ouverture du BHV et au Salon du Made in France. L'ouverture du BHV, vous avez un espèce de mélange de gens qui ne se ressemblent pas. Oui. Beaucoup de curieux qui viennent voir. On vient, on ne sait pas trop pourquoi. On trouve que c'est même trop cher au BHV Shein. Et au Salon du Made in France, 100 000 visiteurs. Là, vous avez des gens... Ils savent pourquoi ils sont là, ils sont venus l'année dernière, ils viennent l'année prochaine, ils ont fait le déplacement, ils viennent en famille, ça a du sens pour eux, donc voilà. Et je pense qu'il y a un peu deux récits différents. L'ouverture du BHV Shein, qui pour moi est un truc anecdotique, et 100 000 visiteurs, et Duralex, qui je crois sont vraiment le sens de l'histoire. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume Gibault, d'être venu dans Impact Positif. Avant de refermer cette émission, n'hésitez pas à aller voir Play for Life sur TF1+. C'est le spectacle qui célèbre le vivant. Vous y retrouverez des experts comme Jean-Marc Jancovici ou encore Gilles Boeuf, ou encore la glaciologue Heidi Sevestre, aux côtés d'artistes engagés comme Mentissa, Matt Bastard ou encore LEJ. On vous promet de l'émotion. Merci encore, Guillaume Gibault. Vous retrouvez cette émission en replay sur tf1info.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes. Merci beaucoup.